La situation en Nouvelle-Calédonie et le débat politique, le gouvernement en accusation au Sénat. Le délégué du gouvernement, Edgar Pisani, rend compte au chef de l'État avant de repartir pour Nouméa. Edgar Pisani est l'invité de ce journal. Plus un seul soldat libyen au Tchad, réaffirme le colonel Kadhafi. Le ministre de la Défense confirme la présence d'observateurs militaires français à Tripoli. L'horizon économique en 85 reste gris. Croissance modeste et chômage en hausse, selon l'OCDE. Démantèlement d'un réseau terroriste libanais en France et en Italie, les fractions armées révolutionnaires libanaises avaient revendiqué 3 attentats meurtriers en France. Madame, Monsieur, bonsoir. La situation en Nouvelle-Calédonie continue de dominer le débat politique en France et sur le terrain, la tension reste vive. Une tension entretenue aussi par une situation économique de plus en plus précaire. Les syndicats locaux dénoncent l'insécurité qui asphyxie l'économie et les livreurs des compagnies pétrolières se sont mis en grève. À Nouméa, la population s'est ruée sur le carburant disponible aujourd'hui. Sur place, nos envoyés spéciaux, Patrick de Carolis et Philippe Péter. S'ils devaient être pris pour cible, avec les milliers de litres de liquide inflammable qu'ils contiennent, ces camions-citernes pourraient devenir de véritables bombes roulantes. C'est pour prévenir les autorités d'un tel danger que le personnel des compagnies Mobil, Shell et Total s'est mis en grève ce matin. Aucune livraison n'est donc assurée sur l'ensemble du territoire. Dans Nouméa, les files d'attente se sont immédiatement constituées devant les stations-service, le sentiment d'insécurité se mêlant au risque de pénurie. Nous, hier soir, on était en train de vendre de l'essence, comme d'habitude, et puis on a vu un flot de voitures grossissant. Et ça a été un bruit qui s'est répandu tout de suite dans Nouméa. Chez nous, on n'était pas au courant. Et on s'est retrouvé avec une vente qui a augmenté. On n'a pas arrêté de débiter jusqu'à hier soir tard. Et là, ce matin, ça continue. Et là, on a presque plus d'essence. Il y en a encore pour 1 heure ou 2 heures, et puis après, c'est fini, il n'y a plus d'essence. Je pense que les gens vont commencer à s'énerver un peu. Il y a de fortes chances, parce que c'est une mesure qui est prise par certaines sociétés qui, en fait, ne touche que les personnes privées. S'ils craignent pour leur sécurité, qu'ils n'envoient plus de camions en brousse, je crois que c'est là la seule position à prendre, mais la position n'est pas d'arrêter la vie économique de Nouméa, vu que Nouméa est déjà dans un problème économique, dans une passe économique, c'est pas le moment de tout arrêter. Vous pensez que ce style de grève peut envenimer la situation, le climat? Oui, je pense. D'après ce qu'ils ont motivé dans les journaux et tout, ça donne des idées. S'il y a des saboteurs, ils le feront par la suite. S'il y a des saboteurs, ils le feront par la suite, ça pas de doute. Depuis le 18 novembre, les employés des compagnies pétrolières demandent une protection renforcée des dépôts d'hydrocarbures. Une mesure de sécurité qui, si elle était appliquée, rassurerait la population. Ces réservoirs d'essence se trouvent en effet aux portes de Nouméa. Monsieur Pisani, bonsoir. On vient de le voir, la tension continue de monter en Nouvelle-Calédonie, même s'il n'y a pas de nouveaux accrochages à déplorer. Vous repartez dès ce soir à Nouméa, vous sortez de l'Élysée, vous avez rendu compte au président de la République. Alors, cette solution miracle pour la Nouvelle-Calédonie, vous l'avez trouvée? Je ne dirais pas avec fatuité que je l'ai trouvée. Je dirais que les éléments de cette solution me paraissent maintenant isolés. Et c'est de cela que le président de la République et le Premier ministre ont entretenu sur le rapport que je leur ai fait. Est-ce que cela veut dire que vous voyez dans quelle direction une solution peut être engagée? Ma réponse est affirmative. Quelle direction? On est parti jusqu'à présent d'une analyse exclusivement politique du problème. Et on a opposé le statut actuel à l'indépendance, comme si pour les Caldoches, les Valisiens, les Futuniens, l'indépendance était l'incertitude, le drame, et comme si le statut était le paradis pour tous. Quand on analyse les choses avec sérénité, on constate que le statut comporte des inconvénients et que l'indépendance pourrait être définie dans des conditions telles qu'elle apporte à chacun les garanties dont il a besoin. Donc plutôt l'indépendance, mais en fonction d'un référendum. Je n'ai pas dit plutôt l'indépendance, j'ai dit une indépendance peut être définie de telle sorte qu'elle ne soit pas inacceptable. Mais cette indépendance, encore une fois... passera par le référendum. Il est exclu
que l'indépendance puisse être donnée, si elle doit l'être donnée, à la Nouvelle-Calédonie, en dehors d'un référendum. La Constitution est absolument formelle à cet égard. Alors, la Constitution dit aussi « un homme, une voix ». Non, elle dit consultation des personnes intéressées. Alors, et la question qui peut être posée est simplement celle de savoir si les fonctionnaires de passage sont intéressés au destin de la Calédonie ou si ce sont seulement ceux qui ont une installation, qui y sont nés, dont l'avenir est lié à la Calédonie. C'est un problème qui sera étudié, mais pour moi, le problème actuel est celui de savoir quel pourrait être le destin de la Nouvelle-Calédonie dans les deux hypothèses actuellement étudiées, le statut et l'indépendance. Mais j'insiste quand même sur les modalités du référendum que vous envisagez. Mais pourquoi le référendum a-t-il plus d'importance que la réalité? Pourquoi le débat politique parisien a-t-il plus d'importance que la réalité humaine, économique de cette île qui vit un drame épouvantable? Pourquoi se limite-t-on exclusivement aux aspects hexagonaux d'un débat qui est un débat charnel, qui est un débat humain, qui est un débat vrai sur le territoire? Mais un débat sur le territoire qui doit aussi, vous le dites vous-même, trouver une solution légale. Tout à fait. Donc, pour en revenir aux modalités de ce référendum, est-ce que vous envisagez, comme le veulent les indépendantistes, le vote au seul Kanak? Non. Est-ce que vous envisagez, comme l'a suggéré M. Jospin, un vote séparé, chaque communauté votant séparément? C'est difficile. Donc, vous envisagez des modalités classiques pour ce référendum? Sauf pour les fonctionnaires de passage. Ayant donné la priorité au contenu et au destin de la Calédonie, je n'ai pas consacré encore à cet aspect des problèmes toute l'attention que les spécialistes du droit auraient sans doute souhaité que je leur consacre. Je crois qu'il faudra déduire du contenu que l'on peut donner à l'avenir de la Calédonie, suivant l'une ou l'autre hypothèse, le mode de scrutin que l'on adoptera, mais j'ai été catégorique, un scrutin exclusivement kanak n'est pas acceptable, un scrutin où tous ceux qui sont aujourd'hui en Calédonie, le jour du vote en Calédonie, n'est pas acceptable. C'est entre les deux qu'il faudra trouver la raison. Le gouvernement provisoire de M. Tjibaou, pour vous, ce sont des rebelles ou ce sont des interlocuteurs valables et représentatifs? J'ai reçu M. Tjibaou et ses collègues 2 fois. Ils ne se sont jamais présentés à moi comme membre d'un gouvernement provisoire, mais comme leader d'un parti politique. Et en tant que leader d'un parti politique, je les ai trouvés très responsables, très prêts à envisager des solutions positives, très ouverts au débat et capables d'avouer sur un certain nombre de points qu'ils n'avaient pas poussé leur réflexion jusqu'au bout. Je suis tombé sur des hommes responsables. Et du côté des Caldoches, autrement dit, du côté du gouvernement légitimement élu en Nouvelle-Calédonie? Il y a 2 choses. Il y a le travail quotidien qui se fait. Ils gèrent des affaires. Ils ont affaire à moi à cause de cela. Ils sont aussi des leaders politiques. Je les ai invités au débat sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont venus me dire qu'ils ne pouvaient pas débattre avec moi, ce qui ne nous a pas empêchés de discuter pendant près de 2 heures. Je crains qu'ils n'aient tort. Je ne voudrais pas les juger. Je crains qu'à refuser tout débat en dehors de la stricte application du statut actuel qu'au demeurant ils ont combattu avant qu'il ne soit adopté, ne soit pas une attitude positive, pour les idées qu'ils défendent et pour les hommes et les intérêts qu'ils défendent. Je crois que la concertation est utile à tous. Donc la perspective que vous avez énoncée tout à l'heure, c'est bien celle d'une indépendance, mais quelle forme d'indépendance? C'est incontestablement l'une des hypothèses qu'il faut étudier, et la seule forme d'indépendance possible est caractérisée, à mon avis, par 3 éléments: la reconnaissance de la souveraineté calédonienne, le respect des intérêts acquis par les populations non kanak et le respect des intérêts de la France dans cette région du monde. Alors c'est précisément une région du monde qui de plus en plus devient un enjeu international. Est-ce qu'il n'y a pas là non plus des risques de tensions supplémentaires si cette solution d'indépendance est promue? Pas du tout. Je sais qu'il y a quelques années, certains pays voisins de la Calédonie semaient l'effort de nos affaires et semblaient souhaiter à l'évidence notre départ.
Ces pays ont dû faire une analyse plus fine de la situation dans cette région et finissent par considérer, j'en ai la preuve, qu'un bon accord réalisé sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, assurant la stabilité pour l'avenir, était en définitive pour la région la solution la plus raisonnable. Alors, vous y avez fait allusion avec une certaine véhémence tout à l'heure. La politisation du débat en France, en métropole, apparaît inévitable. Est-ce que vous ne risquez pas, du côté de l'opposition comme du côté de la majorité, d'être pris vous-même dans une forme d'escalade du discours politique en France? Il m'est difficile de prendre parti dans ce débat, mais je trouve que l'opposition politise plus que ne le fait la majorité. Monsieur Jospin a quand même suggéré cette hypothèse qui a provoqué quelques remous de 2 votes séparés. Ce n'est pas une manière de politiser, c'était une manière d'indiquer une voie de solution. Il l'a présenté lui-même comme une recherche beaucoup plus que comme une proposition. Je crois que les forces politiques métropolitaines se font des illusions lorsqu'elles croient que ce qui peut se passer en Calédonie dans les mois prochains risque d'avoir des conséquences tout à fait décisives sur les scrutins nationaux futurs. Vous voulez dire que les Français en métropole sont plus indifférents qu'il n'y paraît? Je le crains. Ils sont très passionnés aujourd'hui. Cela ne pourrait ne pas durer. Je crois personnellement que nous sommes là en face d'un débat, je vais employer une terminologie gaullienne. Je crois que nous sommes là en face d'un débat national et non pas en face d'un débat politique. Quel que soit le parti politique au pouvoir, il se trouvera en face du problème calédonien, il aura à le résoudre avec détermination et avec courage. Et ceux qui actuellement prennent certaines positions à l'égard du dossier sont irresponsables, car ils savent combien il est difficile de réussir en Calédonie, combien ils ont échoué et combien ils risquent de payer cher les passions qu'ils ont jetées sur ce débat, qui est un débat grave et qui mérite d'être traité rationnellement. Et vous espérez réussir dans le calendrier que vous vous êtes fixé au départ, c'est-à-dire d'ici le mois de février? J'y suis tout à fait décidé. Je ne vois pas d'obstacle qui m'empêcherait de présenter mon rapport au président de la République dans les tout premiers jours du mois de février. Merci Monsieur Pisani et bonne route puisque vous repartez dès ce soir pour Nouméa. Le Sénat a entendu aujourd'hui le rapport de la commission de contrôle que la Haute Assemblée avait envoyé dans l'archipel sous la présidence d'Yvon Bourges. Un rapport très dur pour la politique du gouvernement qu'il accuse d'attentisme et de laxisme caractérisé. Le Premier ministre Laurent Fabius a donné la réplique aux sénateurs lors du débat de cet après-midi. Écoutons les 2 principaux protagonistes. Ayant refusé d'engager les forces de gendarmerie pour rétablir l'ordre dès les premiers troubles, le gouvernement porte la responsabilité du pourrissement de la situation qui recèle les plus graves dangers. Et si l'irréparable venait à se produire, il ne pourrait dire « je ne l'ai pas voulu », car cela résulterait directement de sa fuite devant les responsabilités. Quand le président de la République, le 16 décembre, explique « Ce n'est pas sous mon autorité que les gouvernements iront soumettre des populations par la force », on peut se demander si par là, le chef de l'État justifie la passivité imposée à la gendarmerie. Aussi, le gouvernement doit-il être clair sur ce sujet et dire s'il est décidé à faire respecter en Nouvelle-Calédonie la loi républicaine et assumer pleinement la paix publique. Qui, dans cette salle, peut comprendre l'intérêt qu'il y aurait pour le gouvernement de la République française à encourager, à susciter, à alimenter des difficultés ou des troubles en Calédonie? Et nous avons toujours cherché, dans cette affaire, à concilier 2 éléments qui sont fort difficiles, je le reconnais, à concilier. Premièrement, maintenir l'ordre. Il y a des choses qui ne peuvent pas être admises. Et éviter, mesdames et messieurs, que la situation débouche non pas seulement sur tel ou tel affrontement, mais sur ce qui serait une guerre civile.
Les choix qui seront faits devront respecter l'égalité républicaine et la Constitution, a aussi précisé le Premier ministre tout à l'heure. Il sera encore question de la Nouvelle-Calédonie ce soir au siège du RPR qui réunit son comité central. Le président du RPR, Jacques Chirac, ne manquera pas de réagir aux informations que vient nous donner M. Pisani sur ses intentions. Le secrétaire général du RPR, Jacques Toubon, n'a pas exclu cet après-midi l'organisation par l'opposition d'une manifestation nationale en faveur de la Nouvelle-Calédonie. Ce matin, Jacques Chirac était une nouvelle fois aux côtés de Valéry Giscard d'Estaing pour promouvoir l'union de la majorité à l'approche des élections législatives, une alliance resserrée par le biais des clubs de réflexion proches des deux hommes politiques et qui vont élaborer ensemble des propositions concrètes de gouvernement. Jean-Louis Le Senne. Giscard et Chirac voudraient banaliser ce genre de rencontre, qu'ils ne s'y prendraient pas autrement. Pour cette troisième rencontre officielle du groupe de travail des clubs d'opposition, d'un côté les clubs Perspectives et Réalité, UDF, de l'autre le club 89 qui est dans la mouvance du RPR, pour cette troisième rencontre, la discrétion était souhaitée malgré le parrainage au sommet de Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. Volonté de banalisation, ni le RPR ni l'UDF ne veulent que la plateforme de gouvernement qui sera élaborée par les deux clubs ne soit ressentie dans l'opinion comme un programme commun de la droite. Ils ont suffisamment critiqué en son temps celui de la gauche pour ne pas vouloir tomber dans le même travers. Deuxièmement, les clubs sont toujours plus discrets et moins enclins à la personnalisation que les partis politiques. Les querelles d'hommes laissent plus facilement la place au débat d'idées. Enfin, troisièmement, tout est fait aujourd'hui pour que l'opération n'apparaisse pas comme une machine de guerre anti-bar, ce qui sera d'autant plus difficile que Giscard et Chirac, forts de leur coalition renaissante, se heurtent plus que jamais au refus de Raymond Barre de participer à une entreprise jugée partisane et politicienne. Ce matin, cette séance de travail a été très utile et la formule que vous pouvez retenir, c'est unir en travaillant. Bref, à droite, ça bouge, discrétion assurée et sérénité volontairement affichée malgré les états d'âme. Ce qui n'empêche pas les partis, RPR et UDF, d'être moins discrets et moins sereins. Par ailleurs, dans une conférence de presse, le RPR Alain Juppé a dressé un sombre bilan de la politique économique du gouvernement à mi-chemin du septennat. Selon Alain Juppé, le gouvernement manipule les chiffres pour dissimuler l'état de l'économie, dont les relations avec l'extérieur ont été gravement détraquées, a-t-il dit. Riposte du porte-parole du Parti socialiste, Jean-Pierre Destrade. Le RPR en économie comme un politique donne dans la caricature. Fin de citation. Le jeu des affirmations et des contre-vérités continue entre la France et la Libye à propos du Tchad. Le ministre de la Défense, Charles Hernu, a confirmé aujourd'hui la présence d'officiers français à Tripoli, où ils attendent de partir en mission d'observation au nord du Tchad, côté libyen, et à Palma de Majorque, en Espagne, où il est depuis hier. Le colonel Kadhafi, dans une conférence de presse, a réaffirmé qu'il n'y avait pas de soldats libyens au Tchad. Daniel Lecomte. Le Tchad aura donc tenu une place importante dans la conférence de presse du colonel Kadhafi qui a clôturé cet après-midi la rencontre de Majorque. Une rencontre entre le leader libyen, le premier ministre espagnol Felipe González et l'ex-chancelier autrichien Bruno Kreisky. Il n'y a plus de force libyenne au Tchad, a déclaré le colonel Kadhafi, et tous ceux qui le veulent peuvent aller le vérifier. Dimanche dernier, le président de la République affirmait que des résidus de troupes libyennes se trouvaient toujours dans le nord du Tchad. Par cette déclaration, le colonel Kadhafi a, semble-t-il, voulu se montrer plus coopératif. Signe de changement, en tout cas, on signale aujourd'hui même à Tripoli la présence d'observateurs français prêts à se rendre dans le nord du Tchad pour vérifier le retrait libyen, une présence confirmée ce matin par Charles Hernu. Il y a en ce moment même à Tripoli des officiers français, observateurs. Il y a à Tripoli des officiers grecs observateurs. Et je le confirme totalement, l'état-major de l'armée française a envoyé depuis un certain temps ses officiers. Ils sont là en attente de missions d'observation. Nouvelle encourageante donc, mais l'histoire récente incite à la prudence. D'autres observateurs français sont déjà allés dans le nord du Tchad pendant les opérations de désengagement. Quant à ceux dont la présence à Tripoli est reconnue aujourd'hui seulement par les autorités françaises, ils sont censés être sur place depuis le 22 novembre dernier. Une présence qui n'a pourtant pas empêché une partie des troupes libyennes de rester au Tchad. Reste donc à savoir maintenant si le travail de ces observateurs sera plus efficace qu'il ne l'a été dans le passé récent.
Controverse au Pakistan sur la participation au référendum organisé par le maître du pays, le général Zia, pour prolonger son mandat. Controverse sur la participation et sur les irrégularités du scrutin, mais pas sur les résultats, puisque le général Zia aurait recueilli près de 99% des suffrages. Crise gouvernementale dénouée en Israël, le petit parti religieux orthodoxe séfarade qui menaçait de faire éclater la coalition mise en place en septembre dernier, ce parti a obtenu satisfaction, son chef devient ministre de l'Intérieur. Les fractions armées révolutionnaires libanaises sont en partie démantelées. Quelques-uns des membres de cette organisation terroriste qui a revendiqué plusieurs attentats meurtriers contre des intérêts israéliens et américains, quelques-uns de ces membres ont été arrêtés au cours des derniers mois en Italie et aussi en France. Une information révélée par notre confrère L'Express. Hervé Bosini. Dans cette prison lyonnaise, celui que d'habitude on n'arrête jamais, un chef important du terrorisme international, selon la DST, le contre-espionnage français. Son nom, Abdallah Ibrahim. Ce sont les policiers italiens qui ont permis cette capture. Le 6 août dernier, l'un de ses complices, semble-t-il, un jeune Libanais, est arrêté à Trieste. Dans ses valises, 7 kilos d'un explosif destiné à un attentat contre l'ambassade des États-Unis à Rome. Grâce aux révélations de cet homme, 7 Libanais qui préméditaient l'attaque sont arrêtés. Le démantèlement des fractions armées révolutionnaires libanaises, les FARL, commence. Leur chef Abdallah Ibrahim est arrêté en France le 25 octobre dernier par la DST. Sur notre territoire, ces fractions sont de sinistre mémoire. D'abord, une première tentative d'assassinat sur ce diplomate américain. Il en sort indemne d'extrême justesse. Charles Roy, attaché militaire, n'a pas la même chance. Une balle dans la nuque à bout portant signée fraction armée. Et puis, une série d'attentats anti-israéliens. Yaakov Bar-Simentov, le secrétaire de l'ambassade d'Israël, est exécuté. La police italienne, d'ailleurs, vient tout juste d'arrêter son assassin présumé, une jeune femme, Joséphine Abdo, elle aussi membre des fractions libanaises. En France, selon Jacques Derogy, le journaliste qui a révélé cette affaire, l'enquête sur l'assassinat de Yaakov Bar-Simentov semble avoir été confiée à bon nombre de services de police. Il se trouve que ce diplomate a été tué dans une rue qui est à cheval sur le 16e arrondissement et Boulogne. Et comme il est tombé du côté de Boulogne, c'était sa résidence, l'instruction a été confiée à un juge de Nanterre et non pas à un juge parisien. Et au bout d'un certain temps, la brigade criminelle donc, qui était saisie de l'affaire a rendu une enquête négative, enfin vaine recherche, et le juge a retourné sa commission rogatoire vers les gendarmes des Yvelines, la brigade de recherche de Versailles, et ce sont depuis le mois de juin 84 des gendarmes qui ont enquêté jusqu'en Israël pour voir la famille Bar-Simentov. Et donc effectivement, il y a un frottement une fois de plus entre les différentes polices qui sont saisies comme ça des mêmes affaires, si vous voulez. 5 mois plus tard, nouvel attentat anti-israélien face au lycée Carnot, plusieurs blessés graves, encore les fractions libanaises. Et puis l'avenue de la Bourdonnais, 2 artificiers morts, revendication, les fractions armées. Enfin, Strasbourg, le consul général américain échappe de peu à une fusillade. L'homme qui serait le responsable de tous ces attentats est donc actuellement sous les verrous à Lyon. Abdallah Ibrahim est modestement inculpé d'usage de faux papiers et d'association de malfaiteurs. Le temps, certainement pour les enquêteurs, de trouver de quoi mettre définitivement hors circuit cet homme de l'ombre. Pour la première fois, les États-Unis décident d'expulser vers l'Union soviétique un criminel de guerre nazi. Féodor Fedorenko, ancien gardien de camp à Treblinka, vivait aux États-Unis depuis 35 ans. Il devait être expulsé hier soir vers son pays d'origine, mais il a raté l'avion. On va bientôt changer d'année et comme toujours à pareille époque, astrologues et experts rivalisent de prédictions. Tenons-nous-en à celle des experts qui prévoient sur le plan économique une année plutôt morose. La reprise se confirme dans les pays occidentaux selon les experts de l'OCDE, mais la croissance restera modeste en France et le chômage continuera d'augmenter, même si d'autres indicateurs seront satisfaisants. Philippe Sassier.
Selon ce rapport de l'OCDE, le rétablissement des grands équilibres économiques va se poursuivre l'an prochain. La hausse des prix va continuer à se ralentir et l'écart entre les prix français et ceux de nos partenaires va encore se réduire. De même, les experts de l'OCDE estiment qu'à la fin de l'an prochain, notre commerce extérieur pourrait être excédentaire. En 1982, le déficit dépassait 90 milliards de francs. Mais ce redressement a un revers. L'économie française est condamnée l'an prochain à tourner moins vite que celle de nos partenaires. Nous aurons donc moins de croissance. Et surtout, prévoit l'OCDE, le chômage va augmenter. La France serait ainsi un des rares pays industrialisés où la situation de l'emploi ne va pas s'améliorer. Relancer la croissance, comme on l'a fait en 1981, effacerait les progrès déjà accomplis. Il faut donc compter sur des mesures autres que financières pour éviter 2 700 000 chômeurs dans un an. Cela signifie que l'emploi va tenir plus que jamais la place numéro 1 dans les soucis et dans la politique du gouvernement en 1985. Peugeot et Citroën devront encore, dans les années à venir, réduire leurs effectifs de quelques 3% par an. Mais l'année 85 sera celle du renouveau. C'est ce qu'a annoncé le président du groupe, Jacques Calvet, dans une conférence de presse aujourd'hui. Riposte française à l'imposition d'une taxe routière en Suisse. À partir du 1er janvier prochain, la taxe à l'essieu sera appliquée aux camions suisses qui rouleront en France. Des centaines de milliers de petits-enfants ont été sauvés cette année dans les pays les plus défavorisés grâce à des méthodes simples et peu coûteuses. Cette bonne nouvelle, c'est l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui nous l'apprend dans son rapport annuel publié hier. De simples sachets de sel et de sucre, comme celui-ci, suffisent à réhydrater des enfants menacés de mort. C'est le cas au Bangladesh, comme nous l'explique Martina Larigno. Plus besoin de perfusion coûteuse. Un peu de sel, de sucre et d'eau propre donnée à la cuillère suffisent. C'est sans doute le moins spectaculaire mais le plus grand progrès médical du siècle. Un procédé simple qui permet de réhydrater à la maison, sans aucun personnel médical, des enfants condamnés à mort par des diarrhées persistantes. N'importe quelle petite industrie locale peut préparer le mélange sous forme de sachets préemballés vendus à des prix accessibles aux pays pauvres. Mais on peut aussi, encore beaucoup plus simplement, apprendre à le faire soi-même en ajoutant les ingrédients aux céréales ou à la soupe de légumes. Partout où ce programme élémentaire a été mis en place avec l'aide de l'UNICEF, près de 100% de bons résultats ont été obtenus. Au Bangladesh, où la réhydratation par voie orale est maintenant couramment employée, la mortalité infantile a baissé de moitié. Évidemment, pour que cette technique soit efficace, il faut que le gouvernement, les personnels médicaux, paramédicaux et tous ceux qui jouissent d'un prestige dans le pays soient motivés. Mais il faut avant tout que les familles apprennent à l'utiliser correctement. Si c'est le cas, en quelques heures, un enfant à la dernière extrémité peut se trouver guéri. Au Bangladesh, des centaines d'agents ont ainsi enseigné à plus de 2,5 millions de femmes comment préparer chez elles une version locale de cette thérapeutique des plus simples, mais qui exige de l'eau propre ou bouillie. En 1986, près de 6 millions de mères auront été touchées par le programme dans ce pays. 38 autres pays pauvres commencent à utiliser le procédé et au cours de l'année passée, 500 000 enfants ont été sauvés par ce traitement. Mais c'est bien sûr encore trop peu. L'UNICEF ne compte pas en rester là. Elle a le projet ambitieux de faire bénéficier dans les 5 années qui viennent la moitié des enfants du monde de la réhydratation par voie orale, ce qui signifie sauver 2 millions de vies d'enfants par an. Une autre bonne nouvelle pour les fervents de musique classique, je vous le disais hier, 38 partitions de Jean-Sébastien Bach, dont 33 inédites, viennent d'être découvertes aux États-Unis, à l'université de Yale. Grâce à Françoise Champet, nous allons découvrir ces notes jamais entendues. Mort il y a plus de 2 siècles, Jean-Sébastien Bach n'avait pourtant pas fini tout à fait de nous surprendre. C'est un chercheur américain qui est tombé par hasard sur ce trésor dans un manuscrit du XVIIIe siècle. 33 préludes pour orgue, signés Jean-Sébastien Bach, totalement inconnus jusqu'à ce jour. 33 petits chefs-d'œuvre, rescapés de l'oubli et qu'un pianiste américain joue pour la première fois.
un autre registre, les résultats du Carté qui s'est couru à Vincennes aujourd'hui. Si vous avez joué le 2, le 8 et le 18 et le 9, 5 francs placés dans l'ordre rapportent 26 903 francs 50 et dans un ordre différent, 564 francs 50. Et maintenant, Laurent Boussier va nous parler du temps de demain et aussi peut-être quelques conseils pour les grands départs de Noël. Oui, et une nouvelle, c'est officiellement demain le premier jour de l'hiver, même si météorologiquement les choses ont plutôt tendance à s'arranger, comme nous le montre la photo satellite. Cette énorme perturbation qui traverse et traversera encore demain toute l'Europe s'en va vers l'est, elle sera remplacée par de l'air plus sec mais beaucoup plus froid. C'est la raison pour laquelle la carte du temps pour demain semble coupée en deux, avec au nord d'une ligne Bordeaux-Strasbourg, un temps beaucoup plus clair mais beaucoup plus froid, avec de belles éclaircies et toujours quelques nuages, et au sud de cette même ligne, un temps couvert avec de la pluie et de la neige sur les Pyrénées, les Alpes, le Jura et les Vosges, de la neige au-dessus de 800, 1000, 1100 mètres, toujours quelques éclaircies également sur les bords de la Méditerranée. Les pressions sont stationnaires, les températures sont en baisse avec cette arrivée d'air froid, c'est normal. Aujourd'hui, nous avions une moyenne de 11 degrés sur la moitié nord du pays. Regardez demain, une moyenne de 7 degrés seulement. Elles sont en baisse aussi sur la moitié sud, avec des maximums de 11 degrés à Bastia, à Nice et à Perpignan. Notre agenda maintenant demain, c'est le vendredi 21 décembre. Le soleil se lève à 8h41, se couche à 16h56. Nous sommes à l'équinoxe. Nous sommes au solstice, pardon. Les jours vont recommencer à augmenter à partir de demain. C'est l'hiver, un hiver qui commence malheureusement le jour d'un grand départ en vacances, ce qui nous vaut, comme toujours, les conseils de Bison Futé. Demain sera le jour le plus difficile aux sorties des grandes villes et Bison Futé nous demande donc de ne pas prendre la route entre 12h et 20h et surtout entre 18h et 20h. À 23h, Hervé Claude vous présentera la dernière édition de ce journal. Demain, 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée.